Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif sur Canal 3 Télévision. Nous sommes avec Monsieur Gilles Yabi. Il est justement à la tête du laboratoire d'idées citoyens et participatifs au service de l'Afrique de l'Ouest, étendu à la Mauritanie, au Tchad et au Cameroun. C'est un laboratoire qui est donc dénommé le WATI, qui est donc un think tank qui s'occupe justement d'élaborer des idées sur des thématiques et qui touchent la vie des citoyens en général. Monsieur Gilles Yabi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Vous êtes très rare au Bénin. Qu'est-ce qui vous a amené à Cotonou? Alors, je ne suis pas aussi rare que ça. Je suis béninois. Je viens tout de même assez souvent pour des raisons familiales. Mais c'est vrai que je réside à Dakar depuis un certain nombre d'années. Je suis venu cette fois-ci dans le cadre d'une conférence d'un groupe qui s'appelle le groupe Initiative Afrique. Et je suis, disons, un partenaire, un ami de ce groupe sans en être un membre. Et c'est un groupe qui voilà, est aussi dédié à la réflexion sur les grands enjeux du continent africain à Cotonou. Votre présence nous permet de vous saisir et de profiter pour aborder quelques sujets de la sous-région, CEDEAO, AES, la vie des médias, la santé et la démocratie sur notre continent, les questions de sécurité aussi et pourquoi pas quelques questions à l'échelle internationale. On va commencer par la CEDEAO qui, en ce moment même, célèbre les 50 ans de son existence. Quelle idée ça vous fait 50 ans après la création de la CEDEAO? Alors, je crois que la CEDEAO, qui célèbre ses 50 ans, cette année 2025, tout le monde pense forcément à la situation globale, sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest. Et tout le monde pense en particulier au retrait simultané de 3 pays membres de la CEDEAO, membres fondateurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le risque, c'est que cette actualité, qui est effectivement malheureuse, nous empêche de regarder le bilan de cette organisation et peut-être nous empêche aussi de comprendre que la CEDEAO, c'est d'abord un projet. C'est un projet d'intégration à l'échelle d'une partie du continent. Et ce projet d'intégration, il a pris forme depuis 50 ans avec différentes phases, avec des succès, avec des échecs, avec des difficultés. Mais 50 ans après, la CEDEAO existe toujours. Et 50 ans après, il y a des acquis importants. Tout le monde pense, je pense, à la liberté de circulation dans cette région. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. On a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est acquis. En fait, dans beaucoup de régions du monde, vous n'avez pas la libre circulation et vous n'avez pas tous ces dispositifs bien au-delà de la libre circulation qui vous permettent d'avoir des facilités lorsque vous passez les frontières d'un pays à l'autre. Vous n'avez pas des dispositions, disons, sur le plan financier qui facilitent les transferts, les transactions. Vous n'avez pas, dans beaucoup de régions du monde, en particulier en Afrique, aussi des projets structurants dans le domaine de l'électricité, par exemple. Les gens oublient que la CEDEAO est derrière l'interconnexion des réseaux électriques en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, tous les pays, sauf le Cap-Vert, sont connectés, ont des réseaux qui sont interconnectés. Le dernier pays à l'avoir fait, c'était la Guinée-Bissau il y a quelques mois. Et évidemment, on peut parler de beaucoup d'autres domaines de la CEDEAO. Il y a de véritables efforts et de véritables progrès qui ont été faits au bénéfice des populations. Il y a un excellent rapport sur les 40 ans de la CEDEAO, pas sur les 50, mais sur les 40 ans de la CEDEAO, que je recommande à celles et ceux qui s'intéressent vraiment au bilan de cette organisation pour que les gens comprennent à nouveau, secteur par secteur, ce que la CEDEAO a entrepris de faire, ce qu'elle a réussi à faire, mais aussi ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et je pense que l'autre élément sur lequel j'insiste beaucoup lorsqu'on parle de la CEDEAO, c'est qu'on oublie que la CEDEAO est une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et il y a les États dans la définition de la CEDEAO, comme pour toutes les organisations régionales, sont d'abord des États membres. Et donc les échecs, les limites de la CEDEAO sont en réalité d'abord et avant tout les limites et les échecs des États pris individuellement. Et ces rapports les montrent très clairement. Vous allez voir
qu'au fond, un des grands problèmes de la CEDEAO, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises au niveau communautaire, des engagements qui sont pris par des États. Parce qu'arriver au niveau des États, ça ne marche pas toujours. Arrivé au niveau des États, ben, vous avez des décisions qui ne sont pas mises en œuvre. Vous avez des obstacles à cette intégration. À nouveau, prenons l'exemple de la liberté de circulation. Lorsqu'on dit que la CEDEAO a un vrai bilan en termes de liberté de circulation, beaucoup rétorquent en disant ben, il y a des grandes difficultés aux frontières, on continue à harceler les populations, les commerçants, il y a des barrières, il y a de la corruption, etc. Alors ma réponse souvent consiste à dire, au fond, ce n'est pas des fonctionnaires de la commission de la CEDEAO qui sont aux frontières, ce sont les fonctionnaires des États, ce sont les douaniers, ce sont les policiers. Et donc les obstacles, en réalité, ce sont des obstacles qui relèvent de la responsabilité des États membres. Et lorsqu'on dit responsabilité des États membres, il y a la responsabilité première qui est politique, celle des chefs d'État et de gouvernement. Ce sont eux qui engagent leurs États à respecter les dispositions communautaires. Et deuxièmement, vous avez aussi la capacité d'action. Une fois qu'on a décidé de quelque chose, il faut la mettre en œuvre, et la mettre en œuvre, ça suppose aussi des capacités. Donc vous pouvez avoir un déficit de volonté politique, mais vous pouvez aussi avoir un déficit de capacité des États membres à mettre en œuvre un certain nombre de décisions. Alors, on reproche aussi à la CEDEAO, justement, de n'avoir pas réussi à calmer les coups d'État dans notre espace. Oui, et je pense que sur le terrain de la paix, de la sécurité, de la gouvernance, il y a effectivement beaucoup de limites à la CEDEAO. Mais dans ce domaine aussi, la limite principale elle provient des États membres et, je dirais, de la configuration politique de la communauté. La CEDEAO a différentes institutions, disons l'autorité la plus importante, c'est qui prend les grandes décisions, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce sont eux qui se réunissent, par exemple, pour décider de ce qu'il faut faire lorsqu'on a des signes de tension dans un pays. C'est eux qui se réunissent lorsqu'on a déjà une prise de pouvoir, par exemple, par des militaires et qui décident de sanctions, etc. Et donc, vous avez quand même des décisions qui relèvent à nouveau de cette conférence des chefs d'État et donc, in fine, finalement, de la lecture que les chefs d'État et de gouvernement font de chaque situation. Et vous avez ensuite des dispositions, et notamment le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui est le document le plus important pour tout ce qui concerne la démocratie et l'état de droit au niveau de la CEDEAO, qui a été approuvé en 2001 et qui complétait un mécanisme qui lui avait été approuvé en 1999, qui concernait la paix et la sécurité. Je souligne ce lien parce que beaucoup aussi remettent en cause aujourd'hui la légitimité de la CEDEAO, en gros, à s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la politique intérieure des États. En réalité, c'est bien parce que les conflits armés, les tensions, les violences sont en grande partie liées à la compétition pour le pouvoir, donc à des questions politiques, qu'un certain nombre d'acteurs de la région ont estimé qu'il fallait un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance pour affirmer un choix clair en disant les 15 États membres à l'époque décidaient de faire le choix d'un système politique qui soit un système démocratique, décidaient que ce soit notamment aussi des civils qui dirigent les États et qui soient issus d'élections, décident que les militaires contribuent évidemment à la sécurité, à la stabilité, mais qui sont placés sous l'autorité des chefs d'État, des gouvernements élus. Donc tous ces éléments sont dans le protocole additionnel et il y a une raison pour cela. Après, on peut décider des années plus tard qu'au fond, on ne veut plus faire un choix collectif de la démocratie et de l'état de droit. Alors, des gens peuvent tout à fait le décider, mais en tout cas pour l'instant, les États se sont engagés en 2001 à travers ce protocole à respecter un certain nombre de principes, disons, de convergence constitutionnelle. Donc les coups d'État, c'est une violation de ces principes de convergence constitutionnelle et les chefs d'État et de gouvernement, effectivement, ont pu prendre des décisions qui n'étaient pas nécessairement les plus appropriées, mais ils ont aussi pu avoir eux-mêmes des comportements dans leur pays qui ont affaibli la légitimité de la CEDEAO, par exemple, à se prononcer clairement contre les violations de ces principes constitutionnels. Parce que même les gouvernements civils, en gros, il y en a beaucoup qui ne respectent pas non plus leurs engagements au niveau du protocole additionnel. Mais là aussi, je rappelle que ce sont d'abord des violations de leur propre constitution.
Donc en fait, le protocole additionnel de la CEDEAO ne fait que de monter au niveau régional des éléments qui sont présents dans la plupart, voire toutes les constitutions d'Afrique de l'Ouest, le choix de la démocratie, le choix de l'état de droit, d'une justice indépendante, etc. Alors aujourd'hui, quand on évoque 50 ans d'existence de la CEDEAO et qu'on se projette dans l'avenir, quels sont les enjeux que vous voyez, les défis que vous voyez pour cette organisation? Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que l'affaiblissement de la CEDEAO est un affaiblissement collectif. Et ce n'est pas une affaire qui concerne seulement les chefs d'État, les gouvernements. On oublie souvent que les hommes et les femmes que nous sommes ne font que passer. Ce qui est important, c'est la trajectoire de longue durée. Ce qui est important, c'est ce qu'on construit de durable. C'est ce qu'on construit pour les jeunes, pour les enfants et pour même les personnes qui ne sont pas encore nées, pour les prochaines générations. C'est notre capacité, chaque génération, à poser un certain nombre d'actes, à décider d'un certain nombre de choses qui vont permettre aux prochaines générations de bénéficier d'une meilleure vie. C'est ça l'enjeu. Et donc lorsqu'on a aujourd'hui un affaiblissement de la CEDEAO, c'est un affaiblissement du projet d'intégration régionale. C'est pour ça que je disais au départ que pour moi la CEDEAO c'est d'abord un projet, c'est une vision d'avenir qui dit au fond dans cette région 15 pays se projetaient dans l'avenir ensemble. Alors aujourd'hui on en a 12, disons, après ce retrait simultané de ces 3 pays. Mais évidemment, on peut imaginer que dans quelques mois ou dans quelques années, hein, ces États reviennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà aujourd'hui quand même avec un constat d'affaiblissement de la CEDEAO, qui est un affaiblissement de la région. Et lorsqu'on est dans un monde qui est rude, bon, il a toujours été, mais je pense qu'on voit qu'il est encore davantage aujourd'hui avec des rapports de force brutaux. Ça veut dire que lorsque vous avez des petits pays, et nous sommes pour la plupart des petits pays, même ceux qui sont vastes sont petits économiquement, si on n'est pas capable de s'entendre sur les questions les plus stratégiques pour notre avenir, notamment sur les questions de paix et de sécurité par exemple, mais aussi sur les questions économiques, qui sont déterminantes pour la paix et la sécurité à long terme, ça veut dire qu'on va être très faible dans notre relation avec le reste du monde. Il y a des problèmes partout. Les Européens se posent des questions par rapport à leur démographie, par rapport à l'évolution du monde, les Américains, les Indiens, les Chinois. Vous avez une grande partie du monde, en Asie notamment, qui s'est considérablement développée sur le plan économique ces 30 dernières années. Et donc aujourd'hui, dans ce monde-là, les autres ont besoin aussi de ressources naturelles, notamment que nous avons en Afrique. Nous ne sommes pas les seuls à les avoir, mais nous en avons beaucoup. Et donc, si on n'est pas capable à nouveau de définir les intérêts collectifs sur lesquels on s'entend et on les défend ensemble, évidemment, on sera individuellement extrêmement faible dans une négociation avec des grandes et des moyennes puissances. Alors, vous y croyez encore à ce projet de monnaie commune au niveau de notre espace régional? Alors, le projet de l'ECO, donc la monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO, c'est une question difficile parce que je suis un grand défenseur déjà de la CEDEAO, de l'intégration dans toutes ses dimensions, politiques, économiques, commerciales, aussi culturelles, humaines, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est ça aussi l'intégration, et bien sûr monétaire. Et donc, je crois à la nécessité d'une monnaie unique à l'échelle ouest-africaine, mais ce n'est pas un impératif. On peut avoir une région qui progresse dans son intégration économique sans avoir de monnaie unique. On peut réussir à atténuer les défauts les inconvénients qui sont liés au fait d'avoir plusieurs monnaies nationales. Par exemple, en travaillant sur tous les systèmes de transfert, etc., de manière à ce qu'on puisse avoir des paiements qui sont facilités, même si on continue à utiliser des monnaies différentes. Mais je crois que ce serait dommage déjà de ne pas bâtir sur le fait qu'on a une partie de l'Afrique de l'Ouest qui a déjà une monnaie commune et au fond une monnaie unique, là, le franc CFA, et que l'idée de l'ECO, c'était de dire on élargit en fait ce principe de solidarité à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et pour moi, ça fait du sens politiquement, ça fait du sens symboliquement, parce que c'est aussi une manière de s'affranchir de l'héritage finalement de la colonisation. Si on réussit à avoir une monnaie à l'échelle de la CEDEAO, on a le Nigeria, on a le
Libéria, on a les pays lusophones, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Et donc, on casse aussi ces blocages, ces obstacles qui sont liés à cette histoire de colonisation étrangère différente dans notre région. Donc, pour différentes raisons, je suis partisan à l'idée d'une monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. Mais par contre, je ne suis plus optimiste par rapport à la mise en œuvre de ce projet en tout cas pas dans les délais qui sont annoncés. Et je pense que c'est une erreur d'annoncer chaque fois des délais qui ne sont pas tenus parce que ça affaiblit la crédibilité du projet. Lorsqu'on veut lancer une monnaie unique, on peut le décider, on peut se donner 20 ans, mais on respecte les étapes et on le fait. Mais il n'y a aucune raison de se donner 5 ans ou de se donner 3 ans lorsqu'on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la situation politique et la situation économique qui permet d'aller vers cette monnaie unique. En parlant de crédibilité, en tout cas, ces dernières années, ces derniers mois, la CEDEAO en a beaucoup souffert avec le départ du Mali, du Burkina Faso et puis du Niger. Voilà. Et puis du Niger. Le discours, c'est la recherche d'une sorte de souveraineté. En tout cas, il affirme suffisamment. Cela, comment vous voyez ce rapport aujourd'hui entre AES et puis CEDEAO? Alors, d'abord, j'aime bien rappeler que la CEDEAO, au moins les trois, ça reste 12 pays. L'AES, c'est 3 pays. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses importantes. Donc pour moi, il n'y a pas de comparaison entre le bloc de la CEDEAO, moins les 3, et le bloc de l'AES en termes de nombre de pays. Et ensuite, dans les 12 de la CEDEAO, vous avez quand même la principale puissance démographique, économique de cette région, le Nigeria. C'est plus de la moitié du PIB régional. Et vous avez aussi les 3 autres économies les plus importantes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Ghana et ensuite le Sénégal. Et donc, vous avez quand même du côté de la CEDEAO, même à 12, une force politique, économique, démographique qui est beaucoup plus importante que celle des 3 pays de l'AES. Ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, ces 3 pays, ce sont des chefs d'État, disons, de fait, arrivés par des coups d'État militaires, tous les 3, qui ont décidé de sortir leurs États et leur pays de la communauté. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu une consultation populaire des populations pour savoir s'ils adhéraient ou pas. Alors beaucoup nous diront, lorsqu'ils ont adhéré à la CEDEAO, il n'y avait pas eu de référendum il y a 50 ans. Oui, mais le contexte a un peu changé. Maintenant, dans la plupart des pays, on estime qu'en démocratie, il faut quand même demander l'avis des populations sur des décisions qui sont aussi importantes pour leur avenir. Nous avons vu toute la mobilisation populaire qu'il y a eu. Oui, les mobilisations populaires, en fait, les mobilisations populaires, lorsque vous avez même 10 000 personnes dans la rue, dans des pays qui ont 3 millions, 6 millions, 10 millions. En fait, ça vous permet de dire qu'il y a des gens qui soutiennent, mais ça ne vous permet pas de dire que la majorité soutient, ça ne vous permet pas de dire que 30% de la population soutient. Donc, mobilisation populaire, il ne faut pas confondre mobilisation populaire avec une consultation démocratique qui respecterait un certain nombre de formes et qui serait précédée d'un débat. Vous savez, le principe en fait d'une élection ou d'un référendum, ce qui est important, ce n'est pas seulement le choix que les gens font, c'est le fait qu'avant de faire ce choix, vous avez un véritable débat qui permet aux gens qui ont différents arguments d'expliquer aux populations ces arguments. Et les citoyens réfléchissent ensuite et prennent une décision. Donc lorsque vous n'avez pas de débat public ouvert, lorsque vous n'avez pas de possibilité que les arguments contraires soient exposés, vous avez effectivement des populations qui peuvent faire un choix, mais un choix qui n'est pas basé à nouveau sur la connaissance des enjeux. Donc il n'y a pas eu de débat. Il y a eu une décision qui a été prise par ces chefs d'État arrivés au pouvoir par des moyens tout de même non constitutionnels. Et ce n'est pas anodin, c'est important de le dire parce que si ça avait été effectivement par un appel à référendum, on demande aux populations, ceux qui sont pour la sortie de leur pays, la CEDEAO s'expriment, ceux qui sont contre s'expriment, et à la fin on a un choix clair. Ben, aujourd'hui, de toute façon, ce choix serait non seulement respecté, mais disons, on pourrait tout à fait dire que les populations se sont exprimées de la même manière qu'au Royaume-Uni, ils ont décidé à un moment donné de sortir de l'Union européenne.
Donc on n'est pas dans ce cas-là. Le troisième élément par rapport à la souveraineté qui fait partie de leur discours, et je pense que c'est un élément clé de leur discours qui mobilise effectivement les populations, parce que lorsque je dis qu'il ne faut pas confondre mobilisation populaire et soutien majoritaire, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de soutien. Ils ont du soutien. Il y a des études qui montrent au Mali, par exemple, qui continuent à avoir un soutien assez important, voire majoritaire. Évidemment, c'est des sondages, donc il y a beaucoup de faiblesses, mais il y a des gens qui les soutiennent. Et je pense qu'il y a beaucoup qui soutiennent justement à cause de cet argument souverainiste, parce qu'il y a effectivement beaucoup de frustration dans nos pays, pas seulement dans les pays de l'AES, par rapport à l'héritage colonial, par rapport au sentiment que sur beaucoup de sujets, nos dirigeants n'ont pas les mains libres, que sur beaucoup de sujets, finalement, on reste dans des rapports de force extrêmement déséquilibrés. Et donc, c'est vrai que cet argument, je pense, souverainiste, fonctionne. Et une partie de l'argument repose sur des faits réels. Et il faut le reconnaître. Comme quoi, par exemple sur des ressources minières Oui, effectivement, la gestion des ressources minières, c'est un bon exemple. On voit bien qu'aujourd'hui, au Mali, il y a un rapport de force avec les compagnies minières. On ne sait pas ce que cela va donner, mais c'est vrai que lorsque vous avez des pouvoirs militaires qui, disons, se libèrent de toute pression extérieure, peut-être seulement dans le domaine sécuritaire, ils ont quand même besoin de protection. On voit bien qu'ils vont quand même aller chercher d'autres partenaires, notamment les Russes, pour les aider ou les protéger. Mais ils ont quand même peut-être un peu plus de marge de manœuvre par rapport aux compagnies minières, par rapport à un certain nombre d'intérêts économiques étrangers, en comparaison avec des dirigeants élus qui sont souvent, disons, sous pression, et il peut y avoir des moyens de pression, disons, plus importants sur les dirigeants civils à la tête des États. Donc oui, je pense que sur ces questions-là, il y a un besoin effectivement d'essayer de pousser pour que les pays africains bénéficient davantage, notamment de leurs ressources. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi reconnaître la réalité que le fait d'avoir des ressources minières, si vous n'avez pas de toute façon la technologie et vous n'avez pas les investissements importants, en fait, vous les avez, mais vous n'avez pas de transformation et oui, cela ne se traduit pas en amélioration du bien-être collectif. Donc aujourd'hui, la visée qui consiste à obtenir peut-être plus de la part des compagnies minières, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est soutenable à moyen et long terme s'il n'y a pas parallèlement de vrais progrès dans le domaine de la formation, dans le domaine des technologies et dans le domaine, disons, de la stabilité d'une image qui permet d'attirer des investissements importants dans vos différents secteurs. Et puis, dernier élément, hein, les ressources naturelles, les mines en particulier, on sait très bien sur le plan économique que ça ne peut jamais être la seule solution et la meilleure solution pour améliorer les conditions de vie parce que c'est des industries qui sont très capitalistiques, qui pas suffisamment d'emplois et ça ne génère pas nécessairement des effets induits dans toute l'économie. Il porte aussi des griffes sur les gouvernances politiques, en tout cas dans les autres pays, en mettant en exergue les coups de force institutionnels, justement, dans ces pays, et qu'on oppose aux autres pays qui revendiquent parfois une certaine alternance au pouvoir, mais en manipulant les tests électoraux. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment, il faut vraiment faire attention à cet argument. D'abord, c'est pas parce qu'il y a des chefs d'État qui ont fait des troisièmes mandats ailleurs ou qui ont manipulé leur constitution, c'est pas à cause de ça qu'ils ont fait des coups d'État. Je pense qu'il faut être très clair. S'il n'y a aucun lien entre le fait que dans tel ou tel pays, il y a des présidents qui violent les principes de convergence constitutionnelle de la CEDEAO et violent leur propre texte parfois et le fait de décider dans son pays de perpétrer un coup d'État. À nouveau, dans les pays avec une situation sécuritaire extrêmement dégradée, pour ceux qui ont travaillé sur ces pays-là, et j'ai beaucoup travaillé sur cette région, je peux comprendre les conditions sécuritaires qui ont favoriser la prise de pouvoir par des militaires dans ces pays-là. Pas les justifier, mais on peut les comprendre, on peut expliquer
Pourquoi est-ce que dans un pays comme le Burkina Faso, lorsque vous avez une situation sécuritaire qui se dégrade tellement que les gens ont peur dans la capitale et se disent, ben, au fond, le dirigeant qui est là, même s'il est issu d'une élection, même s'il est civil, on a le sentiment qu'il ne fait rien ou qu'il est incapable de répondre à ce défi sécuritaire. On est prêt à accepter n'importe quel libérateur qui semblerait capable de nous protéger physiquement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, par exemple, au Burkina Faso. Lorsqu'on dit les gens applaudissent les coups d'État, les gens applaudissent rarement les coups d'État, ils applaudissent la chute de ceux qui étaient au pouvoir. Parce qu'effectivement, ils estimaient qu'il n'y avait pas de résultat sur le plan sécuritaire et qui mettaient en danger leur pays. Mais à nouveau, pour revenir sur la question des manipulations constitutionnelles, la réalité, c'est que du côté de la CEDEAO, il y a un protocole qui ne permet pas en État à la Commission de prendre des décisions lorsqu'un chef d'État dans son pays décide qu'il faut changer la Constitution, met en place une commission, fait un référendum sur la nouvelle Constitution qui est approuvée. Vous n'avez aucun moyen aujourd'hui de dire qu'il s'agit là d'une violation des principes de convergence constitutionnelle. On sait. Oui, on sait, mais ça ne suffit pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose, malgré tout, un coup d'État militaire et le fait, à nouveau, d'avoir une ruse consistant à élaborer une nouvelle constitution pour dire qu'on change de république, pour remettre les compteurs à zéro. Et puis, c'est ce que Alpha Condé a fait en Guinée, c'est aussi ce qui a été fait en Côte d'Ivoire sous le président Ouattara. Je pense que c'est extrêmement regrettable et que ça, évidemment, ça affaiblit le discours sur la démocratie et l'état de droit globalement dans la région, mais je pense qu'il faut aussi expliquer aux populations que dans les textes de la CEDEAO, la texte du protocole, on peut pas, les États gardent leur souveraineté, donc on ne peut pas empêcher un État de changer sa constitution. Et c'est pour ça que quand je parlais du rôle des États membres, c'est aussi la responsabilité, au fond, des acteurs politiques et des citoyens dans chaque État membre. Les dynamiques politiques internes ne sont pas décidées par la CEDEAO. La CEDEAO et les protocoles de la CEDEAO ne sont pas un substitut à la mobilisation des acteurs politiques et des acteurs sociaux dans chaque pays membre pour pousser pour la démocratie, pour pousser pour l'état de droit et les libertés. Nous avons encore deux autres questions pour finir avec l'AES. D'autres pays de l'espace CEDEAO pourraient-ils rejoindre l'AES ? Oui, on ne peut pas l'exclure. Alors, je crois que le seul, me semble-t-il, dont des, disons, autorités politiques importantes, notamment le ministère des Affaires étrangères, s'est exprimé dans ce sens, c'est le Togo, puisque le ministre des Affaires étrangères togolais a donné quelques entretiens où il a estimé qu'il était tout à fait possible que les populations togolaises souhaiteraient que le Togo rejoigne l'AES. Alors, bon, d'abord, les populations togolaises déjà n'ont pas vraiment été consultées pour un changement de régime politique au Togo. Et donc, bon, je ne pense pas qu'elles aient été consultées aussi sur leur souhait ou pas d'adhérer à l'AES. Mais je pense surtout que on est aujourd'hui dans une situation où on a une remise en cause fondamentale du principe démocratique et de ce qui l'accompagne, l'état de droit et les libertés. Et je crois que ce n'est pas simplement une remise en cause dans les pays qui sont dirigés par des militaires, c'est aussi une remise en cause dans un certain nombre de pays qui sont dirigés par des civils, mais qui sont des civils qui ne sont pas non plus de véritables défenseurs de la démocratie et de l'état de droit. Je pense qu'il faut faire face à cette réalité aujourd'hui, et c'est une menace de mon point de vue pour nos populations, pour nos jeunes, pour nos enfants, pour les prochaines générations, parce que ça veut dire qu'on peut avoir un retour à l'autoritarisme un peu partout dans la région. D'accord. Une dernière question. L'AES peut-elle redéfinir les rapports de force en Afrique de l'Ouest et peser dans les équilibres géopolitiques sur le continent? Alors, sur les équilibres géopolitiques sur le continent, je ne pense pas. À nouveau, ces trois pays sont importants, notamment par leur taille. Parmi les trois, vous avez deux, le Mali et le Niger, qui sont très vastes. Et les trois ensemble, c'est plus de la moitié de la superficie
l'Afrique de l'Ouest communautaire, disons de la CEDEAO. Donc, il ne s'agit pas de sous-estimer l'importance de ces États et leur importance géopolitique. Mais à l'échelle du continent, ce ne sont quand même pas à nouveau les 3 pays les plus importants sur le plan économique, etc. Après, au niveau de la région, à nouveau, pour l'instant, ce qu'on a surtout, c'est un affaiblissement. C'est-à-dire que vous avez effectivement aujourd'hui une absence de vision commune de la sécurité régionale, alors que ce pourquoi la CEDEAO, d'une certaine manière aussi, a été créée, c'est d'avoir cette intégration économique qui est un élément en fait d'intégration politique et un élément de sécurité. Lorsque vous avez plus de coopération entre les États, vous créez en fait les conditions pour que tout le monde ait intérêt aussi à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les États. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où on a non seulement de l'insécurité dans beaucoup de pays de notre région, et pas seulement au Sahel, on voit bien sûr que ça touche les pays côtiers, dans le Bénin, mais on a aussi des tensions entre les pays voisins. Et ce qu'on pouvait exclure depuis des décennies, une confrontation militaire entre des États en Afrique de l'Ouest, on ne peut plus l'exclure lorsqu'on est un analyste, on doit se projeter, on ne peut plus aujourd'hui même exclure cette hypothèse d'affrontement entre des pays de la région. Et donc on est dans un scénario de fragmentation régionale, d'absence de coopération sécuritaire et de choix d'alliés extérieurs, non seulement différents, mais antagonistes. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement en Afrique de l'Ouest des pays qui maintiennent et qui ont une coopération plutôt forte avec les États-Unis, avec la France, avec l'Europe, et vous allez avoir de l'autre côté les pays de l'AES qui renforcent leur coopération avec la Russie. À nouveau, il ne s'agit pas de décider que tous les pays doivent avoir le même partenaire sécuritaire et avoir les mêmes alliances. Mais je crois que ce que la CEDEAO a essayé de faire par sa propre existence, c'est d'être un cadre justement qui permet aux dirigeants aussi de décider ensemble quand même d'un certain nombre de lignes communes, de principes communs et peut-être de discuter ensemble aussi du type de relations à construire avec les grandes et les moyennes puissances. N'oublions pas qu'aujourd'hui, vous n'avez pas seulement la Russie, la Chine, les États-Unis, vous avez la Turquie, vous avez les pays du Golfe, vous avez des pays évidemment qui veulent vendre aussi leurs armes, etc. Et je pense qu'à nouveau, on gagnerait absolument à avoir dans l'espace ouest africain une capacité de discuter de ces questions-là pour qu'on fasse les meilleurs choix pour la paix et la stabilité collective dans notre région. Monsieur Gilles Yabi, quelle est selon vous la situation actuelle de la démocratie en Afrique ? Je crois que tous les rapports, il y en a beaucoup, qui mesurent la démocratie à travers différents indicateurs qui ne sont jamais parfaits, mais qui permettent quand même d'avoir une bonne idée de la situation. Parce que la démocratie, c'est différentes composantes. Beaucoup voient toujours les élections et la qualité des élections. C'est un élément important, mais la démocratie ne se réduit pas aux élections, au fait d'organiser des élections et même au fait qu'elles soient crédibles. C'est le principe le plus visible. C'est le principe le plus visible, mais en fait le principe de base de la démocratie, c'est simplement cette idée que les gouvernants sont issus des gouvernés, qu'il y a un lien entre ceux qui dirigent à un moment donné, ceux qui prennent les décisions, que ce soit le président, les députés et les populations. Donc il y a la modalité de choix, ensuite c'est l'élection, mais évidemment on peut imaginer d'autres modalités. Il faut réfléchir. Je pense qu'on ne peut jamais s'arrêter de réfléchir. Si on a des options alternatives aux élections qui nous semblent être plus intéressantes, tout en respectant le principe du choix par les populations, pourquoi pas. Mais l'élection est une modalité de choix. Mais la démocratie, c'est vraiment ce lien entre ceux qui prennent les décisions et les populations. Donc lorsqu'aujourd'hui, un certain nombre de gens en Afrique qui disent on ne veut pas la démocratie, qu'elle est une imposition occidentale, etc., moi j'attends toujours qu'ils nous disent, bon, très bien, est-ce qu'on veut des royaumes, est-ce qu'on veut revenir à cela? Est-ce qu'on sait comment on le met en œuvre? Est-ce qu'on est sûr que c'est le meilleur choix? Est-ce qu'on veut des régimes militaires? Mais si on veut des régimes militaires aussi, il faut quand même décider de comment est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est le militaire qui se réveille, qui fait un coup d'État? Et puis, pourquoi est-ce que l'autre aussi ne va pas se dire, ben, moi aussi je ne suis pas moins légitime que celui qui fait un coup d'État? Ou est-ce qu'on organise une forme de rotation des militaires à la tête du pays? Donc, si on n'est pas capable de proposer des versions, des modalités alternatives à la démocratie telle qu'on la connaît, je crois qu'il vaut mieux peut-être faire le choix de la démocratie et simplement travailler à comment améliorer les systèmes démocratiques, comment renforcer les institutions. Moi, je crois beaucoup aux institutions indépendantes. Il y a beaucoup de pistes
qu'on peut déjà proposer pour renforcer nos démocraties en mettant l'accent sur l'état de droit et pas seulement notamment sur les élections. On doit travailler sur l'éducation, par exemple, civique. C'est ça qui permet aux citoyens d'être en capacité peut-être de mieux identifier les responsables qui vont servir l'intérêt général. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer nos systèmes démocratiques qui ont effectivement beaucoup de faiblesses. Mais il faut qu'on soit clair sur le choix ou non du principe démocratique et il faut qu'on soit clair aussi sur le fait que l'Occident n'est pas né démocratique, il n'y a aucune région du monde, ce n'est pas consubstantiel à une région du monde. Et vous avez dans l'histoire de toutes les régions du monde beaucoup de régimes extrêmement autocratiques. Et vous avez encore aujourd'hui d'ailleurs en Europe des pays qui ont choisi la démocratie mais qui conservent aussi des éléments de leur histoire à travers des éléments monarchiques. Donc je crois qu'on doit être libre dans notre réflexion sur le choix de modèle politique qu'on a, mais le constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est une remise en cause du principe démocratique dans beaucoup de pays, plus ou moins assumé, et c'est extrêmement dangereux. L'état de la démocratie aujourd'hui sur le continent, il faut regarder région par région, et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même sur le continent quelques pays qui, sur la longue durée, sont restés en démocratie, et que ce sont aussi des pays qui, globalement, sur la longue durée, ont les meilleurs indicateurs économiques et sociaux. Je pense au Botswana, je pense aux Seychelles, je pense à l'île Maurice. Vous avez eu des alternances spectaculaires en Afrique australe l'année dernière, notamment au Botswana. Vous avez eu, même en Afrique du Sud, l'ANC qui a failli perdre les élections, mais on voit que son poids s'effrite. Mais vous avez le choix des citoyens qui permet de faire des avancées. Vous avez en Afrique de l'Ouest le Cap-Vert, c'est le pays quand même en réalité le plus stable en démocratie et c'est aussi le pays qui a les meilleurs indicateurs d'espérance de vie et d'éducation, de développement humain en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un pays dictatorial qui a les meilleurs indicateurs de développement économique et social. Ça peut arriver que vous ayez une dictature qui produise des résultats économiques, ça existe, mais il faut savoir que c'est extrêmement fragile. Bon, évidemment, beaucoup d'Africains pensent au Rwanda et citent beaucoup le cas du Rwanda de Paul Kagame, mais à nouveau, vous avez des éléments de gouvernance au Rwanda, d'organisation administrative, de système d'évaluation des politiques publiques, etc., qui produisent effectivement des résultats, c'est-à-dire qu'ils sont sérieux et qu'effectivement, ils évaluent des résultats. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut répliquer la dimension autocratique qui permet aussi d'avoir des résultats. Parce que pour moi, la démocratie, c'est pas simplement, on n'attend pas la démocratie, on ne choisit pas la démocratie parce qu'on pense qu'elle va nous conduire à une meilleure croissance économique ou à un meilleur bien-être. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça peut conduire, et il y a beaucoup d'arguments pour penser que la démocratie permet d'avoir de meilleurs indicateurs, mais sur la longue durée, lorsqu'elle est vraiment consolidée, or nous sommes des démocraties en construction, donc rien ne dit que des démocraties en construction vont avoir de très bons résultats économiques parce que vous avez plus d'institutions, plus de débats. Donc lorsque vous avez plus de débats, ça va moins vite. En autocratie, vous pouvez aller très vite, vous pouvez avoir des résultats, mais par contre, c'est extrêmement fragile parce que même au Rwanda, aujourd'hui, d'une part, tout le monde se rend compte quand même du côté sombre, notamment l'exploitation du voisin congolais, mais on voit bien aussi que cette longévité au pouvoir finit par affaiblir les performances, même lorsqu'elles étaient relativement bonnes au début. Et quels sont les pays où vous notez des reculs démocratiques dans notre espace? En tout cas, ces dernières années. Oui, en Afrique de l'Ouest. Bon, en Afrique de l'Ouest, à nouveau, les rapports qui me semblent être les plus complets sur l'état de la démocratie montrent très clairement que vous avez des reculs, bien sûr, dans les pays qui ont connu qui connaissent des régimes militaires. Donc les 3 pays du Sahel, mais ne pas oublier la Guinée, vous avez aussi un régime militaire et vous avez des violations extrêmement graves des droits humains dans ces pays-là. Il ne faut pas l'oublier, des enlèvements de journalistes, d'acteurs de la société civile. Donc ces indicateurs d'état de droit font partie des indicateurs de la démocratie. Parce que si vous n'avez pas d'espace de liberté, vous n'avez pas de médias libres, vous n'avez pas non plus en réalité la possibilité d'avoir une véritable démocratie parce que le choix des citoyens, il est contraint.
Okay. Donc il y a un lien entre les libertés publiques et la démocratie. Donc vous avez tous ces pays qui ont connu des coups d'État militaires, bien sûr, qui ont reculé de manière spectaculaire, mais vous avez aussi des pays parmi ceux qui étaient considérés comme des modèles dans la région. L'un d'entre eux, c'est le Bénin, qui, depuis la conférence nationale, est considéré comme l'un des 2-3 pays, disons, à avoir vraiment fait le choix d'un système démocratique et l'avoir consolidé. Mais c'est clair que depuis quelques années, on a un recul des indicateurs au Bénin sur la qualité, par exemple, des élections, parce qu'on a eu des élections chaque fois avec beaucoup de contestations, avec de la violence aussi, ce qu'on ne connaissait pas au Bénin. On a eu quand même pendant toute une période un mandat des députés où il n'y avait absolument aucun représentant de l'opposition au sein du Parlement. Ce n'est pas tout à fait un indicateur de bonne santé démocratique lorsque vous n'avez aucun représentant de l'opposition au Parlement. Et on a bien sûr aussi sur la question de l'état de droit beaucoup de préoccupations par rapport à un certain nombre de lois qui ont été prises qui contiennent des éléments qui ont affaibli notamment l'espace à nouveau civique, l'espace d'expression au Bénin. Donc oui, c'est un pays qui, du point de vue des indicateurs de démocratie, a reculé ces dernières années. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas nécessairement un recul parce que c'est un pays qui a connu un conflit armé, des violences, et donc il y a des progrès dans un certain nombre d'indicateurs. Mais sur la question de la démocratie, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas nécessairement un recul spectaculaire, même si on a notamment tout de même un troisième mandat et peut-être un quatrième. Mais on voit bien que c'est un pays, la Côte d'Ivoire, qui, de mon point de vue, n'a jamais fait une véritable transition démocratique. Il n'y a jamais eu un moment comparable à la conférence nationale que le Bénin a connu, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc on reste dans une logique de concentration de pouvoir et de concentration notamment des pouvoirs dans l'institution présidentielle. Un pays comme le Ghana reste un bon exemple et même si avant la dernière élection, même au Ghana, on avait plus d'inquiétude qu'avant parce qu'on voyait qu'il y avait des indicateurs de gouvernance qui s'étaient affaiblis, des indicateurs de corruption qui s'étaient dégradés et que même sur la crédibilité des institutions électorales, les gens avaient beaucoup plus de doutes que d'habitude. Mais finalement, les élections se sont bien passées et je pense que ça montre aussi tout de même pourquoi est-ce que c'est important de cultiver la démocratie et l'alternance. Au Ghana, malgré la crise économique, on voit un pays qui a connu des situations difficiles mais où les populations considèrent que le libre choix permet de corriger des trajectoires et à un moment donné de donner le pouvoir à un autre parti, à une autre équipe et de pouvoir, les observer et peut-être dans 4 ans faire à nouveau un choix différent. Et que dites-vous du cas du Togo avec la naissance de cette 5e République ? Oui, le Togo, évidemment, j'aurais pu citer le Togo, mais en fait, pour moi, le Togo fait partie un peu des pays, c'est un peu comme les pays d'Afrique centrale, où on ne peut pas vraiment parler de recul démocratique dans des pays où il n'y a pas vraiment eu de grandes avancées démocratiques. Donc, il n'y a pas un recul, il y a simplement une forme de permanence d'une situation qui n'a jamais été véritablement une situation de démocratie et de respect de l'état de droit. Au Togo, bien sûr, il y a les formes démocratiques, mais on sait très bien quand même que c'est les conditions dans lesquelles le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Alors, on est dans une région qui est extrêmement jeune, dans tous nos pays sont extrêmement jeunes, donc une partie de la population ne sait pas nécessairement ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou même il y a 10 ans, parce qu'ils étaient très jeunes. Donc, ceux qui connaissent l'histoire politique du Togo savent tout de même ce qu'était le régime de Gnassingbé Eyadema sur le plan en tout cas des libertés, de la démocratie et l'état de droit, et savent aussi dans quelles conditions le président Faure est arrivé au pouvoir à l'époque, clairement par une forme de coup d'État militaire qui ensuite a été traduit en succession constitutionnelle. Et au fond, on reste malheureusement dans ces trajectoires-là. Il y a eu des progrès, il y a des formes qui ont changé, il y a des institutions a priori démocratiques, mais la réalité du pouvoir tout de même n'a pas changé au Togo. Et le dernier grand changement, c'est une nouvelle constitution
constitution, elle a été votée par des députés qui étaient en dépassement de mandat et il n'y avait même pas une connaissance du texte complet de cette nouvelle constitution par les citoyens togolais avant que ce texte n'apparaisse publiquement. Et on change quand même au fond de système puisqu'on supprime l'élection au suffrage universel du président de la République et on a un système, disons, indirect où vous avez le président qui est choisi par le Parlement, mais qui n'a pas de pouvoir, et vous avez le pouvoir qui est transféré au président du Conseil qui lui est le chef du parti majoritaire. À nouveau, le système en lui-même n'est pas antidémocratique, on a dans d'autres pays ce type de système. Le suffrage universel direct ne s'impose pas forcément dans toutes les démocraties. On peut tout à fait avoir un système où ce sont les députés qui sont choisis par les populations et ensuite les députés choisissent le président. En Afrique du Sud, c'est pareil. Le président sud-africain n'est pas choisi directement par les populations, il est choisi par le Parlement, mais c'est les citoyens qui choisissent par contre les députés. Donc le système en soi au Togo n'est pas antidémocratique, mais dans la réalité, en fait, ça assure surtout une continuité du pouvoir, puisque le président du Conseil est l'ancien président élu et que les Togolais qui ont voté quand même il y a 5 ans se retrouvent, disons, dans l'impossibilité de s'exprimer, alors qu'au moment où ils ont choisi des députés, ils n'avaient pas non plus fait le choix de députés qui allaient ensuite choisir le président et le président du Conseil. Donc on peut quand même estimer que dans la forme, on a une forme de manipulation des institutions. Et au regard de ces observations, que faut-il faire pour renforcer durablement la démocratie en Afrique? Alors nous, à Wati, d'abord, on estime que le débat public est extrêmement important et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, d'être une plateforme qui permet de discuter de toutes les questions d'intérêt général. Et moi je pense personnellement que l'option qui me semble la plus réaliste aujourd'hui, c'est de renforcer les institutions indépendantes, c'est-à-dire dans toutes nos constitutions, y compris au Bénin, on a toute une série d'institutions qui sont dans la Constitution comme étant des institutions indépendantes. Vous n'en avez pas beaucoup et vous n'avez pas toujours les conditions explicites de leur indépendance qui soient dans la Constitution. Et lorsque vous ne travaillez pas sur la composition de ces institutions, vous ne travaillez pas sur leur mandat, vous ne travaillez pas sur leur autonomie budgétaire, en fait, vous ne créez pas les conditions d'une indépendance effective. Donc c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour la Cour constitutionnelle, mais on pourrait imaginer d'autres institutions, et moi je pense qu'on pourrait avoir d'autres institutions, comme c'est le cas en Afrique du Sud, où vous allez avoir des institutions qui vont avoir des mandats spécifiques, par exemple sur l'égalité homme-femme, sur le débat public. On peut tout à fait imaginer une institution qui soit en charge de l'éducation civique. Vous l'avez au Ghana, vous l'avez dans quelques pays anglophones, une institution qui est dans la Constitution, qui a un budget, il y a des personnes que vous pouvez identifier chaque année. On sait que cette institution va mener des actions d'éducation civique ou va se concerter avec le ministère de l'Éducation nationale pour s'assurer que l'éducation civique est absolument intégrée dans les programmes éducatifs. Donc, il y a toute une série d'innovations institutionnelles qu'on promeut, sur lesquelles on peut réfléchir pour renforcer nos démocraties. Parce que je pense que, à nouveau, l'élection, même dans de bonnes conditions, ne garantit pas d'avoir nécessairement les meilleurs leaders. En particulier, lorsqu'on est dans des contextes où on encadre très peu le financement, dans la plupart des pays de la région, on n'a absolument aucune disposition pour vérifier les financements des activités politiques. Et donc, vous n'avez pas les conditions qui vous permettent d'avoir l'information qu'il faut pour les électeurs pour faire le meilleur choix par rapport à la trajectoire des personnes qui vont élire. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ça, mais je pense qu'il faut qu'on fasse aussi beaucoup de travail sur les dimensions non électorales de la démocratie et c'est pour ça que ces institutions indépendantes me semblent être essentielles parce qu'elles, une fois que
on a choisi les personnes, elles ont un mandat, elles ne sont plus soumises à l'autorité, notamment de l'exécutif, et elles permettent de sauvegarder les principes majeurs de la Constitution. On va placer un ou deux mots sur la situation des médias en Afrique de l'Ouest. En début de ce mois de mai, nous avons célébré la journée de la liberté de la presse. Selon vous, est-ce que cette liberté est menacée aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Oui, je pense que le dernier rapport de Reporters sans frontières est quand même très clair là-dessus. Alors, ce n'est pas simplement en Afrique de l'Ouest, on est dans une situation aujourd'hui mondiale qui est inquiétante, que ce soit sur le plan des médias, mais de manière générale aussi sur le plan de la démocratie, de l'état de droit. On a de gros problèmes en Afrique et en Afrique de l'Ouest, mais nous ne sommes pas les seuls. Alors ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas graves. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas les seuls concernés qu'on ne doit pas être extrêmement inquiet par rapport à ces tendances-là. Donc sur la question de la liberté de presse, je pense que le dernier rapport montre très clairement qu'on a quand même une détérioration du climat dans lequel opèrent les médias dans beaucoup de pays de la région. Et je crois que d'une part, il y a une partie qui est liée au contexte politique. On parlait des pays du Sahel, des pays comme la Guinée. Vous avez aujourd'hui une impossibilité pour des journalistes de faire le travail de manière indépendante. Vous avez des journalistes qui sont enlevés dans un pays comme le Burkina Faso. Vous avez des acteurs de la société civile qui sont enlevés. Parfois, il n'y a aucune nouvelle aux familles. Donc, on est dans des environnements qui sont extrêmement difficiles pour tous ceux qui sont indépendants et s'expriment, que ce soit les journalistes, mais aussi les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Et ça, évidemment, dans ces pays-là, l'espace médiatique est forcément très contraint. Mais vous avez aussi dans d'autres pays, notamment, eu des lois, je pense avec de la bonne volonté, des lois d'ailleurs qui sont nécessaires, notamment pour encadrer aujourd'hui toute l'activité numérique, l'activité sur les réseaux sociaux. Et la plupart de ces lois ou de ces codes sur le numérique ont affaibli, disons, la plupart des lois qui protégeaient les journalistes. Et on voit bien que là, c'est très facile pour le pouvoir exécutif d'utiliser, disons, ces lois qui ne concernent pas nécessairement les médias, mais de les utiliser finalement contre les journalistes. Et donc, vous avez un environnement légal aussi qui est devenu beaucoup plus difficile. Et je pense qu'il y a un dernier élément, et d'ailleurs, Reporters sans frontières insiste beaucoup là-dessus, c'est aussi la dimension économique. On l'oublie souvent. Pour avoir des médias de qualité, il faut aussi que ce soit des médias qui puissent avoir des ressources. Et vous avez aussi un contexte qui ne permet pas, disons, à des médias d'avoir les ressources qu'il faut pour faire du travail de qualité. Parfois, c'est le manque de formation des journalistes, le manque de moyens aussi qui explique parfois la piètre qualité des médias. Monsieur Gilles Yabi, on va parler sécurité. Justement, je sais que vous avez réalisé beaucoup d'enquêtes, mais aussi rédigé pas mal de contenu sur cette question. Comment vous voyez la mobilisation des États face à cette menace? Je pense que les États de la région font ce qu'ils peuvent en ce moment face à une insécurité qui est grave. Je rappelle souvent qu'au Mali, la crise sécuritaire, on peut estimer qu'elle a commencé en 2012. On est en 2025, on est déjà donc bien au-delà de 10 ans. Et dans ces 12-13 dernières années, vous avez une crise sécuritaire qui s'est étendue aux pays voisins, au Burkina Faso. Aujourd'hui, premier pays dans le monde le plus affecté par le terrorisme, selon le rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Le Burkina Faso, pour la deuxième année consécutive, disons, sur les données bien sûr de l'année précédente, reste le pays le plus affecté par le terrorisme dans le monde. Donc, et vous avez 4 pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, qui sont dans les 10 premiers les plus affectés par le terrorisme dans le monde, sur la base des attaques, sur la base des dégâts causés par le terrorisme. Donc ça traduit quand même une situation sécuritaire très difficile en Afrique de l'Ouest avec le terrorisme. Et je rappelle que le terrorisme est un mode d'action. Toute la violence que nous avons dans la région ne relève pas seulement du terrorisme. Vous avez aussi tous les autres groupes armés qui ne recourent pas nécessairement aux moyens terroristes. Et donc, je pense que dans cet environnement-là, les États ont besoin de renforcer leur réponse sécuritaire.
Et leur réponse sécuritaire inclut la réponse militaire, mais la réponse sécuritaire, ce n'est pas que la réponse militaire, parce que dans les services de sécurité, vous avez aussi des civils, notamment du renseignement, qui est extrêmement important, en particulier pour lutter contre les groupes armés. Vous avez besoin de gens qui sont capables de se connecter avec les populations locales pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour comprendre la mécanique des groupes armés, leur recrutement, leurs moyens financiers, où est-ce qu'ils trouvent leurs motos, où est-ce qu'ils trouvent leur essence, etc. Vous avez besoin de comprendre les groupes armés pour être capable de trouver les bonnes réponses. Et les réponses ne sont pas que militaires, elles ne sont même pas que sécuritaires. Les réponses, elles sont aussi politiques, elles sont aussi économiques, elles sont aussi sociales. Donc les États sont invités à explorer également tous ces aspects. Allez, un mot au plan international, Donald Trump qui prend des décisions de suspension de pas mal de financements sur le continent et qui touche beaucoup de pays africains. Votre réaction? Je pense que la première réaction, c'est que enfin, ça rappelle, ça montre peut-être à presque tout le monde, je pense, qui ne réalisait pas à quel point est-ce que les États-Unis pesaient dans tout le système de financement international, on dirait, pour aller vite, du développement, pesait lourd, notamment dans des secteurs particuliers comme la santé, la prévention des pandémies, la recherche scientifique, mais pas seulement, les infrastructures, le Millennium Challenge Account aussi qui est présent au Bénin par exemple, ce sont des montants importants dans des domaines clés d'infrastructures, d'énergie, etc. Et on voit bien effectivement en quelques mois comment est-ce qu'un changement politique majeur aux États-Unis induit des changements un peu partout dans le monde, parce qu'au fond, il y avait beaucoup de financement américain, parce qu'on était très dépendant. De ce financement. Et je crois qu'effectivement, on n'est qu'au début, parce qu'en réalité, ça fait que quelques mois que Donald Trump a pris le pouvoir. Donc, il y aura bien d'autres décisions. Il y aura d'autres décisions, et surtout les décisions qu'il a prises inspirent aussi d'autres en Europe et ailleurs. Et donc, on rentre dans une période différente du point de vue du financement, de ce qu'on appelle globalement l'aide internationale. Le terme est inapproprié, mais il y a de vraies implications. Quand les gens disent c'est une opportunité, bon oui, pourquoi pas, oui, c'est une opportunité de réduire la dépendance, mais enfin ça on le savait qu'il ne fallait pas être dépendant, mais à court terme et peut-être même à moyen terme, on a quand même de véritables difficultés parce qu'on n'a pas des sources alternatives de financement. Merci à vous, Monsieur Gilles Yabi. Je pense qu'on a survolé pas mal de questions. Merci vraiment de votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes le directeur de WATI, qui est un laboratoire d'idées citoyens participatifs au service de l'Afrique de l'Ouest, étendu donc à la Mauritanie et au Tchad, mais aussi au Cameroun. Merci vraiment pour ce moment d'échange qui nous a permis d'aborder l'ensemble de ces questions. Je vous souhaite un bon retour au Sénégal. Merci. Et sans doute on va se retrouver, pourquoi pas, à d'autres occasions. Avec plaisir. C'est la fin de cet entretien exclusif. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Télévision. À très bientôt.